Le titre, l'ambassadeur de la République populaire de Chine au Burkina en visite au siège du MPP ce vendredi, une visite d'amitié en guise de renforcement des liens entre le Parti communiste chinois et le mouvement du peuple pour le progrès, les images et les réactions dans ce journal. Le Haut Conseil du dialogue social communique sur ses actions. Au cours d'un déjeuner de presse ce 12 novembre, le HCDS a fait le bilan de ses diverses missions dans la résolution des conflits sociaux avec les résultats obtenus, parfois concluants, parfois non. Les détails dans un instant. Et puis, sport, football, éliminatoire mondial 2022. Le Burkina tenu en échec par le Niger au terme des matchs nuls, un but partout. Un résultat qui ne compromet pas pour autant la chance de qualification des étalons pour le prochain tour. C'est simple, il faudra aller battre les Fennecs d'Algérie sur leur terrain, ce qui est une autre paire de manches. Voilà pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue. C'est une visite qui intervient après l'élection d'un nouveau président à la tête du MPP. L'ambassadeur de la République populaire de Chine s'est rendu ce 12 novembre au siège du mouvement du peuple pour le progrès pour deux raisons au moins. D'abord, féliciter Bala Alassane Sakandé, puis renforcer les liens entre le MPP et le Parti communiste chinois. Roméo Koïta. Le partenariat entre le Parti communiste chinois et le mouvement du peuple pour le progrès a été scellé en 2018 lorsque le Burkina Faso et la République populaire de Chine ont renoué leurs relations diplomatiques. 3 années de coopération que les deux parties entendent dynamiser et renforcer davantage. En remettant le rapport du 19e Congrès national du Parti communiste chinois tenu en 2017 à Alassane Bala Sakandé, l'ambassadeur chinois souhaite que le MPP s'inspire de l'expérience du PCC qui vient de célébrer ses 100 années d'existence. Et puis ça fait plus de 3 ans, les deux partis au pouvoir ont mené beaucoup d'échanges. On fait beaucoup de coopération, non seulement sur le plan de formation, mais aussi, surtout, sur comment construire un parti au pouvoir, comment faire dynamiser les jeunes, comment faire mobiliser beaucoup de gens pour bien construire ensemble une société de cohésion sociale, une société vraiment forte, de puissante pour le bien-être de tout le peuple. Depuis la tenue du congrès du mouvement du peuple pour le progrès qui a vu le renouvellement de ses organes dirigeantes, c'est la première fois que les deux partis se rencontrent. Occasion pour le diplomate chinois d'adresser officiellement une lettre de félicitations à la nouvelle équipe du MPP dirigée par Bala Alassane Sakandé. Vous savez qu'entre le Parti communiste chinois et le mouvement du peuple burkinabé pour le progrès, ça dit qu'il y a des relations qui existent depuis mon prédécesseur. Et donc nous faisons que rentrer dans ce sillon-là pour continuer à œuvrer à ce que les relations puissent se renforcer davantage. Et d'ailleurs, il y a eu des échanges d'expériences et régulièrement, il y a des concertations. C'est vrai qu'avec le Covid, les rencontres physiques ne sont pas très fréquentes, mais il y a des rencontres qui se passent au niveau virtuel et qui permettent aux deux parties, en tout cas, d'entretenir des relations et même des échanges au niveau sur le plan de la formation. Les deux partis au pouvoir, PCC et MPP, entendent mettre en place un cadre de concertation permanente afin de renforcer et diversifier les domaines de coopération. Il a suscité beaucoup d'espoir à sa création au regard de ses missions, notamment le règlement des conflits sociaux, très souvent en rapport avec le monde du travail, mais pas que. Le HCDS, le Haut Conseil du dialogue social, a mené de nombreuses actions avec des fortunes diverses. Mais problème, ces initiatives sont peu ou pas connues du grand public selon les responsables de cette structure. Et c'est tout le sens de ce déjeuner de presse auquel a participé Benjamin Kwame. Un livre pour présenter et justifier le contexte de création du Haut Conseil du dialogue social. Mais pas que. Il révèle également les principaux acteurs qu'il compose. Le HCDS intervient d'abord en tant que médiateur entre groupes de travailleurs organisés, les acteurs du secteur informel, de la formation professionnelle, le secteur privé, pour ne citer que ceux-ci.
Les acteurs de l'institution, composés de représentants du gouvernement, de l'unité d'action syndicale et le patronat burkinabé, ont durant l'année 2020 réglé des crises entre gouvernement et acteurs syndicaux, ce qui a permis de ramener un peu d'accalmie sur le plan social. Il y a la question des transporteurs que nous avons résolue. Il y a également notre intervention à la santé. Nous avions proposé à l'époque des mesures claires, précises au ministre de la Santé, qui n'a pas suivi, mais qui a vu les conséquences après et qui est revenu à ce qu'on avait proposé. Les BTP aussi, nous avons eu des retours favorables et le ministre a bien voulu nous écouter et il est revenu sur les mesures qu'il avait prises. D'autres actions préventives sont à mettre à l'actif du HCDS, dira Jean-Marc Palme, à l'occasion de ce cadre d'échange. Clairement, le Haut Conseil du dialogue social est circonscrit uniquement dans le monde du travail ou dans le cadre professionnel. Il est sous la tutelle de la présidence du FASO. Mais dans ses actions, le HCDS dit rencontrer d'énormes difficultés, notamment celles liées au financement. Nous tentons d'anticiper les crises, parce que c'est ça en fait l'essentiel. Il faut l'admettre, il y a une démotivation qui commence à gagner, et les vice-présidents et le personnel administratif, du fait qu'un certain nombre de droits ne sont pas reconnus, ou en tout cas, ce n'est pas effectivement appliqué, quoi. Donc, il y a quand même ça. Alors qu'on leur met la pression pour travailler. Et il faut qu'on arrive à résoudre ces questions pour mettre les gens dans une certaine ambiance, une certaine quiétude qui leur permet de travailler. Il est bon de savoir également que le HCDS s'est engagé à contribuer à l'amélioration d'un climat de paix tout en restant dans la neutralité depuis son institutionnalisation. Si au sein de l'opinion nationale il ressort que cette institution est budgétivore, Jean-Marc Palme rappelle qu'elle a juste une allocation de 250 millions de francs CFA par an, une somme qui ne couvre même pas toutes les charges de l'institution, déclare-t-il. La situation sécuritaire assez délétère, vous le savez, impacte énormément tous les secteurs. L'école n'y échappe pas. Une situation d'urgence qui impulse la mobilisation des associations en vue d'apporter une certaine réponse. Un mouvement d'ensemble dans lequel s'inscrit ce projet de l'ONG Plan International, objectif, améliorer la qualité de l'éducation et la protection des enfants touchés par l'insécurité. Maxime Boudou. Plan International Burkina veut améliorer l'éducation et la protection des enfants affectés par la crise sécuritaire dans la région du Centre-Nord. À travers le projet dénommé Éducation de qualité et une protection contre la violence au Burkina Faso, l'ONG veut offrir un cadre d'apprentissage protecteur aux enfants et aux jeunes. Le projet couvre 4 localités dont les communes de Kongoussi, Barsalgo, Yalgo et Tougouri. C'est en fait l'appui à l'éducation en situation d'urgence à travers des cours de remédiation, des cours de soutien, mais également la formation des enseignants. Également avec les clusters protection et éducation, nous menons un certain nombre d'activités qui vont permettre l'appui sur le terrain et l'accompagnement des différents acteurs. Sur le volet protection, nous accompagnons à travers un appui psychosocial aux personnes affectées par la crise. Et l'appui psychosocial au bénéfice des enfants, je peux dire, selon les tranches d'âge. Donc, c'est un appui psychosocial des enfants, des jeunes, mais également des femmes. Sur une période de 36 mois, des cours de rattrapage seront organisés à l'intention des élèves des classes d'examen et intermédiaires. Il y a également la mise en œuvre d'un programme de sensibilisation communautaire sensible au genre par le biais des médias locaux. Évalué à plus d'1,79 milliard de francs CFA, le projet met l'accent sur les enfants vivant avec un handicap et la prise en charge des jeunes filles. Les personnes affectées sont des personnes vulnérables et également les personnes vivant avec un handicap sont davantage un cri de cœur vraiment dans la réponse humanitaire du plan international qui bien entendu prône chaque jour aux côtés de la promotion de la jeune fille, n'oublie pas également les personnes vulnérables, notamment les personnes handicapées. Mais sans oublier également que nous savons que dans cette crise-là, la jeunesse a un cri de cœur. Et c'est pour ça que vous verrez que nous avons des activités d'autonomisation économique qui seront menées en faveur des jeunes et également des femmes pour les permettre quand même de retrouver le sourire dans cette phase quand même qui est assez
difficile et douloureuse que nous connaissons, tout ce qui est et les conséquences de la crise sécuritaire. Lancé officiellement ce 9 novembre, le projet est en réalité une troisième phase d'un financement du ministère des Affaires étrangères de la Norvège. La première et la deuxième phase ont été mises en œuvre dans la province du BAM. À terme, le projet touchera plus de 22 000 bénéficiaires. Tout autre chose, le Premier ministre en visite sur les chantiers de réhabilitation et d'extension du port sec de Bobo-Dioulasso et de ceux concernant les voiries de la ville. Les taux d'exécution semblent satisfaisants pour Christophe Dabiré si on se fie à ses déclarations. Les choses avancent bien, a-t-il notamment dit, surtout Justin Dabiré. Lancés en octobre 2019 pour un délai de 24 mois, les travaux de réhabilitation et d'extension du port sec de Bobo-Dioulasso connaissent une avancée significative. 72%, c'est le taux d'exécution des travaux à la date du 10 novembre 2021. L'ancienne partie, on va la réhabiliter. Et là-bas, nous avons ce qu'on appelle des voies en béton armé à l'intérieur du port sec, au regard du niveau de trafic qu'il y a à l'intérieur de ce port sec-là. Le taux d'exécution de cette phase-là, nous avons à peu près 112% aujourd'hui, pour environ 90% de lait consommé. Normalement, le 6 janvier, nous devons livrer une partie du port, c'est-à-dire les voiries et réseaux divers. Le Premier ministre, en visite sur le chantier, a constaté avec satisfaction l'avancée des travaux en cours de réalisation. Christophe Dabiré a assisté au démarrage de la pose du bébé, le béton bitumineux sur la voie d'accès est du port sec. Il a également visité les travaux d'aménagement des aires Bobo-Gare avant de se rendre sur le chantier de l'avenue Chalon en Champagne. Cette voie, longue de 2,5 km, a été réhabilitée en 2 fois 2 voies avec du béton bitumineux. Le taux d'exécution des travaux est estimé à 92%. Pour ce qui concerne les infrastructures routières, tout avance bien. Il y a des chantiers qui sont déjà achevés et nous pensons que dans les tout prochains jours, d'autres seront achevés au grand bonheur des populations de la ville de Bobo-Dioulasso. Au niveau du port sec, nous avons constaté également que les choses avancent très bien. Je voudrais saluer la diligence avec laquelle le ministère des Infrastructures et du Désenclavement travaille à faire en sorte que les travaux au niveau du port sec et les travaux au niveau des infrastructures soient des travaux de qualité. Les autorités communales de la ville de Bobo-Dioulasso ont profité de l'occasion pour faire des doléances au Premier ministre. Il s'agit en haut de réaliser l'infrastructure qui va permettre de raccorder le port sec à l'avenue Chalon en Champagne pour faciliter le trafic. La difficulté que nous aurons, c'est que cette voie de prolongation va traverser le camp militaire. Évidemment, lorsque nous avons un camp militaire en face de nous, nous sommes obligés de regarder au plus près les dispositions à prendre pour pouvoir apporter une réponse optimale aux préoccupations de la mairie. Donc j'ai donné des instructions au ministre des Infrastructures pour qu'il procède à l'étude de cette extension pour que l'on puisse voir la faisabilité de ce projet et à tout le moins que nous puissions également inscrire ça dans nos préoccupations au niveau du gouvernement. Nous avons d'autres projets que nous sommes en train de vouloir mettre en chantier. C'est l'aménagement de la route Bobo-Dioulasso-Orodara. Le coût global de l'aménagement des voies d'accès du port sec de Bobo-Dioulasso et la réhabilitation de l'avenue Chalon en Champagne est estimé à 2,5 milliards de francs CFA, financé par le gouvernement burkinabé à travers le Fonds spécial routier. Dans 48 heures se tiendront les élections pour renouveler les différents bureaux à la tête des chambres de commerce et des chambres consulaires. Dans la région du centre, 10 candidats sont sur la ligne de départ dans la catégorie petite entreprise de commerce. Eh bien, 3 d'entre eux étaient face à la presse. Objectif, communiquer sur leur bilan et amener les électeurs à leur renouveler leur confiance. Justin Monto. En prélude aux élections consulaires à la Chambre de commerce et de l'industrie du Burkina Faso, 3 candidats de la région du centre de la sous-catégorie des petites entreprises de commerce dont le chiffre d'affaires n'excède pas 500 millions font le point aux hommes de médias. Parmi ces candidats figure le président sortant Salifou Nikema, candidat à sa propre succession. Ces candidats souhaitent que l'élection du 14 novembre prochain se déroule dans un climat apaisé. À cette élection, la sous-catégorie des petites entreprises de commerce dans la région du centre a enregistré 10 candidatures sur 3 345 inscrits. Ces chiffres sont évocateurs à plus d'un niveau. D'abord, cela témoigne de l'intérêt que les acteurs du milieu accordent à ce processus
ayant pour finalité le choix de leurs représentants à la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso. Ils interpellent les acteurs du secteur informel à faire un choix bénéfique afin que les 5 ans à venir profitent à ce secteur important pour l'économie burkinabé. Le choix des futurs dirigeants de la Chambre consulaire doit se faire dans la liberté, la quiétude et dans la transparence totale. Nous devons travailler à réformer le système économique burkinabé. Cette réforme passe nécessairement par des hommes capables et soucieux de l'avenir des populations. Le président sortant a, au cours de la rencontre, fait un bilan de son mandat passé. Selon lui, plus de 55 000 entreprises informelles sont passées dans le formel. Quand on rentrait en 2016, de tout Burkina, il y avait moins de 20 élus pour le petit commerce. On a fait des plaidoiries, Dieu merci, qui a marché actuellement, qui a actuellement tout l'étendue du territoire, on doit passer à 47. On a mis une banque en place, la banque Safin SA. C'est une banque qui a été réalisée par notre mandat, à un budget de 2 milliards. Donc, que les petits acteurs peuvent vraiment gagner des moyens pour travailler. Surtout les femmes qui peuvent faire des regroupements de 5 personnes, de 10 personnes, peuvent gagner des financements sans garantie qui va les accompagner. Le 14 novembre prochain, ces acteurs souhaitent effectuer le renouvellement des instances de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso dans l'unité et la cohésion sociale. La lutte contre la pauvreté, vous le savez, mobilise et l'État et les organisations non gouvernementales dans une sorte de synergie d'action. Et bien au bout d'un an de mission, la Fondation Strom et ses partenaires des services gouvernementaux ont marqué un arrêt pour faire un bilan. Quelles en sont les conclusions? Élément de réponse, Justin Monto. C'est l'heure de la redevabilité entre la Fondation Strom, les services étatiques, les communes et les ONG partenaires. Ce 9 novembre, ici à Ouagadougou, ces acteurs de lutte contre la pauvreté au Burkina Faso font un bilan annuel. Il ressort de cette rencontre qu'en matière d'éducation, des actions concrètes ont été menées, malgré les crises sanitaires et sécuritaires. Au regard de la situation des enfants hors école, au niveau de notre pays, accentuée par la crise sécuritaire, la Fondation Strom a permis, les actions de la Fondation Strom ont permis d'enrôler des centaines de milliers d'enfants hors école afin de les permettre d'être réinscrits au niveau des structures classiques d'enseignement-apprentissage. Nos opérations concernent surtout les personnes les plus vulnérables. Nous savons pertinemment aussi que le système, j'allais dire le contexte sécuritaire, a occasionné beaucoup de déplacés et donc par conséquent a affecté sérieusement la scolarisation de certains enfants. Et donc la cible prioritaire, ce sont les enfants des personnes déplacées. Côté emploi des jeunes et des femmes, l'on note aussi des acquis. Au niveau des communautés également, les actions de la Fondation Strom ont permis d'accompagner les femmes au niveau de leurs activités génératrices de revenus. Pendant 2 jours, il sera question d'élaboration et de renforcement des stratégies de lutte contre la pauvreté au pays des hommes intègres. Elle est aussi engagée dans la lutte contre la pauvreté et pour le bien-être des populations. L'ONG Eau Vive a aujourd'hui 50 ans d'existence, un demi-siècle au service des plus faibles célébré au cours d'un dîner gala. Et pour rester justement dans la dynamique de sa mission, une levée de fonds a été organisée à l'occasion destinée à l'achèvement de la construction d'un centre de formation aux jeunes filles. Majid Bakwa. 1971-2021, cela fait 50 ans que l'ONG Eau Vive est présente à Bobo Dioulasso. Un demi-siècle d'évangélisation, de formation et de restauration. Ce 6 novembre 2021, l'ONG marque une halte pour rendre grâce à Dieu pour ses immenses bienfaits durant ces 50 ans. Occasion de communier avec ses frères et sœurs de la ville de Sia à travers ce dîner gala. Un dîner gala de levée de fonds pour le financement des travaux d'achèvement d'un centre de promotion féminine.
Depuis toujours, elles se sont toujours engagées au service de l'Église, au service de Dieu, mais également toujours dans les services sociaux, également pour rendre service à des orphelins, pour venir à des filles en difficulté. Et là, aujourd'hui, c'est un projet de formation professionnelle qu'elles ont voulu comme emblème de ce cinquantenaire et le projet, il est lancé. Alors évidemment, c'est une joie pour moi de voir dans l'archidiocèse de Bobo-Dioulasso une telle réalisation qui sera vraiment au service de beaucoup de jeunes filles qui sont de notre cité de Sia. Aux côtés des sœurs de Eaux-Vives, plusieurs personnalités de la commune venues apporter leur soutien pour la célébration de ce jubilé d'or. Je suis très honorée, d'avoir été associée à ce jubilé et à ce noble projet de construction du centre de formation féminine. Et en tant que Madame Membo, c'est vraiment un plaidoyer et j'appelle vraiment votre générosité, j'appelle votre solidarité à l'endroit donc de ce noble projet. Et vous savez que l'éducation des filles reste toujours une quête permanente. La soirée a été aussi marquée par des prières et des prestations artistiques. Au cours de cette soirée conviviale, c'est un peu plus de 14 millions de francs CFA qui ont été récoltés. D'ici à 2030, le Burkina ambitionne de réduire de plus de 31 millions de tonnes équivalent de CO2, un objectif auquel devrait contribuer le projet de gestion durable des paysages communaux. Le document a fait l'objet d'un atelier d'examination et bien par les spécialistes en la matière. Toutes les précisions, Maximile Boudot. Le Burkina Faso résolument engagé à stopper le réchauffement climatique dans ce processus de réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts dénommé REDD+. Le pays veut se doter en juillet 2022 d'un projet de gestion des paysages communaux. Sur une période de 6 ans, ce projet va renforcer les activités de reforestation, ce qui participera sans doute à la séquestration du carbone dans l'espace, limitant ainsi l'impact des gaz à effet de serre. Il est décliné en 4 composantes que sont: premièrement, gouvernance décentralisée des forêts et ressources naturelles. Deuxièmement, renforcement institutionnel pour une gestion intégrée des paysages, gestion des risques environnementaux et sociaux et mobilisation de la finance climatique. Troisièmement, entrepreneuriat et développement durable des chaînes de valeur. Et enfin, quatrièmement, coordination du projet et suivi-évaluation. Ces différentes composantes font l'objet d'un examen au cours de cet atelier. Objectif, élaborer un document qui cadre avec les orientations des référentiels nationaux. À l'horizon 2030, les autorités comptent réduire plus de 31 600 000 tonnes équivalent de CO2. D'un coût global prévisionnel de 57 200 milliards de francs CFA, financé conjointement par le gouvernement du Burkina Faso et la Banque mondiale, le projet de gestion durable des paysages communaux pour la REDD+ sera mis en œuvre sur une période de 6 ans, allant de juillet 2022 à juin 2028. Les programmes qui seront mis en œuvre dans le cadre du projet entendent accompagner les populations dans une gestion saine des ressources naturelles et réduire ainsi les émissions de gaz qui sont constatées à travers la destruction des forêts. Sur le plan de la séquestration, on note que les projets pilotes contribuent à éliminer près de 3,9 millions de tonnes équivalent de CO2. Direction maintenant Zabré dans la province du Boulgou où s'est ouverte hier la 2e édition du festival Léré. C'est un festival d'artistes et de musique culturelle. Et bien, pendant 4 jours, plusieurs centaines de participants sont attendus. Pour le premier jour et pour l'ouverture, les festivaliers ont eu droit à une séance de dépistage gratuit de diabète, sans oublier plusieurs prestations d'artistes. Aboudazi Saré. Zabri, aussi appelée cité du Léré, est connue pour ses potentialités artistiques, notamment la musique qui est un facteur de rassemblement. C'est donc à travers elle que les artistes véhiculent des messages de paix et de réconciliation à cette soirée qui marque l'ouverture du Léré Festival.
À l'instar de Echi Pitenga et Maria Bissongo, les appels à la cohésion et à la promotion du vivre ensemble sont lancés par des étoiles montantes de la musique traditionnelle moderne burkinabé. Cet événement est depuis sa première édition l'expression de la résilience des populations déterminées à garder le moral haut en dépit de la situation sécuritaire délétère que traverse le pays. C'est vrai que le pays traverse des moments difficiles, mais ce n'est pas pour autant que nous devons rester les bras croisés. Il faut que nous essayions de faire vivre le public. C'est notre manière à nous de rester fort dans la tête et de dire aux gens que quoi qu'il arrive, on reste fort. On reste fort quoi qu'il arrive. Le Burkina Faso ne sombrera jamais tant que nous, artistes, nous allons vivre. Au-delà de la joie, des chants et des danses, c'est aussi la diversité ethnique et linguistique de Zabré qui est célébrée à ce festival. Le festival répond au nom de l'espace. L'espace s'appelle l'Éré, c'est la variante de la langue, le lépri. Alors, le Léré Festival est un événement culturel qui vient apporter un plus à la culture bissa. L'une des particularités de cette deuxième édition de l'Éré Festival est le dépistage gratuit du diabète initié dans la matinée au profit des populations. Parce que je pense que c'est des maladies silencieuses et qui tuent à petit feu. Donc j'ai trouvé nécessaire de procéder au dépistage et permettre à mes papas de connaître l'état de leur santé et de pouvoir se prendre en charge. Les autres activités prévues dans le cadre de ce festival sont entre autres des expositions de produits locaux et la formation des plus jeunes en théorie musicale. Voilà, et pour terminer, sport, football, éliminatoire mondial 2022, eh bien, le Burkina a été tenu en échec par le Niger aujourd'hui même sur un score de 1 but partout. Mais il faut dire, les chances de qualification des étalons pour le prochain tour ne sont pas du tout compromises. Il faudra aller battre coûte que coûte les Fennecs d'Algérie sur leur terrain. C'est une autre paire de manches. Il va falloir faire beaucoup plus que ce qui s'est passé ce soir dans un match qui a été une affaire de pénalty. Rendez-vous donc le 16 novembre prochain pour la finale de cette poule. Tout reste encore possible. C'est un match de football, 11 joueurs contre 11 joueurs. Les étalons peuvent le faire, ce miracle. Déjà comme Makialé, ils ont pu regarder les Algériens droit dans les yeux, un peu plus d'effort. Et on arrivera à les battre. Moi, je vous dis merci pour votre fidélité encore ce soir. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure, 19h30. Merci. Bon début de week-end. Soyez sages. Dieu vous bénisse.